Bonjour, alors je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo où on va parler des quelques changements qui ont été introduits entre le Scrum Guide 2017 que vous voyez sur votre gauche avec nos deux aimables compères qui ont créé cette méthodologie Scrum qui s'appelle Schreiber et Sutherland et la version 2020 qui est sortie en novembre, donc en toute fin de l'année 2020. Et voir quelles sont les petites différences et quelles sont les petites subtilités qui ont été introduites et un certain nombre de pages qui ont été d'ailleurs aussi retirées par rapport au Scrum Guide 17. Il a été remasterisé, mais il n'a pas été complètement refondu parce que tout était déjà dedans. Alors, première série de différences par rapport à la Development Team. Alors, en 2017, il y a dans une Scrum Team qui est une équipe Scrum, il y a toujours un Scrum Master, il y a toujours un Product Owner, et puis en 2017, on parlait de Development Team. Et puis on aimait bien dire que la Development Team, ce n'était pas juste une équipe de développeurs, c'était une équipe dans laquelle il y avait également des UX designers, il y avait également des architectes, il y avait également des personnes qui s'occupaient des tests, de la sécurité, etc. etc. Aujourd'hui, nos deux Lascar, ils nous disent, on parle de développeurs. Voilà. Et toutes les personnes qui contribuent à la réalisation du travail, c'est-à-dire le produit qu'on va réaliser à la fin, eh bien, toutes ces personnes-là sont dénommés développeurs. Alors, il faudra être attentif à ça, parce que quand on va parler de développeurs dans Scrum, ce n'est pas juste les personnes qui codent, c'est l'ensemble des acteurs qui vont aider à la réalisation du produit au final. Ça, c'est une petite distinction qui a son importance dans la formation, dans les formations, on attirera votre attention bien sûr là-dessus. La définition de Scrum, elle a un tout petit peu changé, il n'y a pas grand-chose qui a été modifié. C'est toujours un cadre qui est très très large, qui aide des gens et des équipes, des organisations à générer de la valeur en essayant d'avoir des solutions les plus adaptatives à des problèmes complexes. Pas grand-chose qui a changé par rapport à 2020, c'était un tout petit peu reformulé. L'idée derrière, centrale, c'est la création de valeur. Que dit Scrum en termes de rôle? Il dit il faut qu'il y ait un Scrum Master et celui-là, c'est devenu un rôle central parce que c'est lui qui va favoriser l'adoption de Scrum dans l'organisation. Un Scrum Master, ce n'est pas censé juste être quelqu'un qui est en train de ramer avec les esclaves dans la cale, c'est quelqu'un qui doit avoir une position de management dans l'organisation et qui doit faciliter en fait, le travail de la Scrum Team. Donc il va faciliter la nomination d'un Product Owner qui va essayer d'exprimer le besoin des utilisateurs et des clients à l'intérieur d'un Product Backlog, c'est-à-dire une liste de fonctionnalités attendues par l'ensemble des clients et des utilisateurs. Et cette liste de fonctionnalités, c'est lui qui la priorise et c'est lui, le Product Owner, qui en est pleinement responsable. La deuxième idée, c'est que cette fameuse Scrum Team, eh bien, elle soit responsable de tout le travail à réaliser pour livrer ce fameux incrément à la fin de chaque itération, incrément qui va apporter de la valeur à notre utilisateur, à notre client. Et enfin, il faut aussi des parties prenantes qui vont inspecter les résultats de chaque itération, qui vont s'approprier les incréments qui auront été livrés à la fin de chaque itération et obtenir du feedback, fournir du feedback à la Scrum Team pour dire voilà quelles sont les corrections attendues, quelles vont être les prochaines étapes. Il y a la théorie derrière Scrum qui a été un tout petit peu reformulée. Alors, en 2017, c'était basé essentiellement sur le process control theory, qui était une façon de dire qu'en fait on expérimentait, c'était un processus d'expérimentation si vous voulez, et ce qui se cache derrière, c'est en fait l'empirisme. L'empirisme, c'est on prend des décisions sur les faits, voilà, et ce qu'on observe. Parce que les théories, maintenant, faire une théorie du tout dans notre environnement qui est hyper changeant, avec des utilisateurs, des clients, où on est nous-mêmes clients qui changeons d'avis tout le temps, avec les concurrents qui n'arrêtent pas de s'adapter, etc., ça devient impossible de faire une théorie de tout ça. Et donc, on avance en marchant, et puis on regarde ce qui se passe, et on s'adapte. C'est tout l'objet de l'agilité, bien entendu. Donc ça, c'est l'empirisme. Mais derrière, l'empirisme seul n'est pas suffisant. Il faut aussi avoir une démarche qui vise à éliminer le plus de gaspillage possible, tous les gaspillages auxquels on est confronté. La perte de temps, le fait qu'on fasse du travail en plus alors que ce n'est pas nécessaire, le fait qu'on soit interrompu ou dérangé pendant notre travail. Tout ça, ce sont des gaspillages. Et c'est pour ça qu'ils ont ajouté dans la théorie qui soutient Scrum le Lean Thinking, c'est-à-dire faire en sorte de penser, élimination progressive et immédiate de l'ensemble des gaspillages qui pourraient entraver l'équipe dans sa progression.
Scrum dit, on va organiser des événements qui vont provoquer le changement, qui vont aider le changement dans l'organisation. Mettre en place Scrum dans une organisation, c'est pas anodin, ça va très probablement changer les mentalités, la façon de penser le travail. Et donc les événements qu'on va passer en revue dans un instant dans Scrum, ils sont là pour provoquer ce changement et pour favoriser le changement. On a remarqué enfin que les changements étaient plus difficiles à obtenir lorsque les gens n'étaient pas impliqués dans le travail et n'étaient pas auto-organisés, c'est-à-dire self-managing. Ça, ce sont des concepts extrêmement importants sur lesquels le Scrum Guide insiste en permanence. Le fait qu'il faut impliquer les personnes de l'organisation et bien sûr de la Scrum Team dans cette méthodologie-là et leur donner les clés, les moyens en fait de faire leur travail. Et ça veut dire passer par un certain nombre de valeurs qui sont juste en dessous sous vos yeux. L'engagement. Voilà, si je suis engagé, je vais être plus motivé évidemment pour faire mon travail. Quand on est plusieurs à résoudre un problème et qu'on a participé à la résolution de ce problème, on est plus engagé que quand on nous impose une résolution de problème. On est focalisé sur l'atteinte de l'objectif qu'on cherche à atteindre, c'est-à-dire le product goal qu'on va passer en revue dans une seconde. On doit être ouvert d'esprit parce qu'on peut se tromper, on accepte les erreurs parce que les erreurs nous font progresser, on apprend de nos erreurs peut-être même encore plus que de nos succès. Le respect, c'est très important. Un certain nombre de personnes vont prendre des décisions, le PO va apprendre, le product owner va prendre des décisions, on doit respecter. Et enfin, le courage, parce qu'à un moment donné, on va peut-être prendre des options, on va peut-être faire des choix, peut-être qu'on va se tromper, mais faire un choix, c'est aller dans une direction et choisir de ne pas aller dans une autre. Et donc, il faut un certain courage quand même. Et tout ça, ça doit être respecté, ça fait partie des grandes valeurs qui sont derrière l'agilité, d'ailleurs, au-delà de Scrum. La Scrum Team, donc, on a commencé à en parler, c'est toujours un Scrum Master, un Product Owner, et aujourd'hui, ce sont des développeurs. C'est un ensemble, bien sûr, de professionnels qui sont complètement focalisés sur le but à atteindre, qui est le Product Goal, c'est-à-dire, en gros, quel est le produit qu'il va falloir qu'on réalise. Ça, c'est le but qui est lié au produit, comme il y aura un sprint goal qui sera le but de l'itération dans laquelle on va se trouver. On dit également, ça c'est un petit changement par rapport à 2017, une équipe de développement, alors qui s'appelle Developers aujourd'hui, c'était entre 3 et 9 personnes en version 2017, aujourd'hui on dit moins de 10. Voilà, c'est plus simple. Et pourquoi moins de 10 ? Parce qu'on a constaté, de notre vie au quotidien, que quand les équipes étaient plus petites, évidemment on avait des décisions qui étaient plus rapides. En général, on était plus adaptatif, on avait plus de facilité à s'adapter. Quand les équipes devenaient plus grosses, on pouvait commencer à avoir des problèmes de communication, d'organisation. Et une manière d'adresser ça, c'est de redécouper ces équipes en équipes plus petites, qui vont être focalisées sur des parties du produit, mais qui ont toujours le même product goal. Ça, c'est très important parce qu'il faut que tout le monde soit aligné sur la lumière du phare, qui est le produit qu'on veut réaliser à la fin de toutes ces itérations-là. Toutes ces équipes-là, si elles sont plusieurs à travailler sur un même produit, vont partager le même product backlog, parce que la règle, c'est un product backlog, et le product backlog étant la possession du product owner, il nous faut un product owner. C'est l'ensemble de la Scrum Team, c'est tous les acteurs de la Scrum Team, c'est-à-dire Scrum Master, Product Owner et Developers, qui sont complètement embarqués, responsables de livrer au final notre product goal, avec de la valeur à la fin de chaque itération. Alors nos fameux développeurs, ils sont tous engagés dans la création de tous les aspects d'un incrément qui va être fonctionnel à la fin et qui va livrer de la valeur à notre client, à nos clients et à nos utilisateurs. C'est tout l'objet des développeurs. Notre Product Owner, lui, il est responsable de maximiser la valeur pour le client au final et maximiser la valeur du travail réalisé par toute la Scrum Team. On dit que c'est un Value Optimizer, un terme un petit peu compliqué pour dire simplement, il va faire en sorte que les efforts soient focalisés sur les bonnes fonctionnalités, sur les bons sujets, charge aux développeurs, bien entendu, ensuite de faire le travail. Le Product Owner, il doit développer et explicitement communiquer le Product Goal, c'est-à-dire la lumière du phare. C'est dans cette direction-là que toutes les équipes de développement les Scrum Team vont se diriger, et il doit être extrêmement attentif à ça et communiquer sur ce Product Goal. On a toujours notre Scrum Master, alors qui lui est responsable de l'efficacité en fait, de l'ensemble de ces Scrum Teams. Il peut avoir plusieurs Scrum Teams, bien entendu, à son actif. Et il doit améliorer les pratiques,
de Scrum, il doit de l'appropriation de Scrum dans l'organisation. C'est un véritable leader, il doit aider la Scrum Team et même toute l'organisation à adopter Scrum. Ça, c'est souvent ce qu'on ne comprend pas dans le rôle de Scrum Master, qui est souvent vu comme un galérien qui est dans la cale, à ramer avec les autres rameurs. C'est quelqu'un qui doit avoir une position de management. Et donc, il doit être capable de protéger l'équipe, la Scrum Team et les développeurs de toute interférence extérieure. Et pour pouvoir faire ça, il faut être à un certain niveau dans l'organisation. On ne peut pas être dans la cale en train de ramer avec les esclaves. Ça, c'est pas possible. Il faut être dans des étages supérieurs pour pouvoir dire non, là, on est lancé dans un sprint, il ne faut pas déranger les développeurs, ils sont en plein travail. Non, on n'ajoutera pas ça en cours de route, il faut vous adresser au PO, Product Owner, etc., etc. Il faut que le Scrum Master soit capable et le pouvoir de dire ça dans l'organisation. C'est un leader, il doit coacher également à la fois les équipes, mais aussi toute l'organisation. Et donc, quand on parle de coach agile, vous avez peut-être entendu parler de ça, de ce nouveau rôle-là. Un coach agile, c'est un Scrum Master, il n'a pas tellement d'autres rôles, sauf qu'on le voit positionné un petit peu plus haut dans l'organisation. Mais en fait, c'était déjà le cas pour le Scrum Master. Dès le début, Schweber, Sutherland ont imaginé ce rôle-là d'une manière relativement précise. C'est lui qui doit planifier, qui doit conseiller pour l'implémentation de Scrum dans l'organisation, pas du produit, bien sûr, de Scrum dans l'organisation. Il doit aider les employés et les parties prenantes à comprendre comment ça fonctionne, pourquoi est-ce qu'on est dans une démarche empirique, et comment est-ce que c'est une réponse, et la meilleure réponse à un monde changeant et complexe. Et puis, il doit faire en sorte de protéger l'équipe d'interférences extérieures, d'empêcher un certain nombre d'obstacles sur le chemin de l'équipe. C'est ce qu'on appelle un impediment remover en français, et ça reste, bien entendu, un des rôles principaux du Scrum Master. Alors, les sprints, toute petite précision dans le Scrum Guide 2020, c'est vraiment le pouls, en fait, du projet de développement, si on peut parler ça comme ça, et pendant ces itérations-là, toutes les idées qui ont été mises dans un product backlog, dans un sprint backlog ensuite, deviennent réalité, sont transformées en valeur via des incréments de produits sur lesquels on va revenir dans un instant. Un petit changement, c'est celui du sprint planning. Dans le sprint planning, c'est un événement en début de sprint où on produit un sprint backlog. Et dans ce sprint backlog, on a un sprint goal, des PBI qui ont été sélectionnés et un plan pour livrer ces fonctionnalités. Alors, ça change un petit peu de 2017 où on disait que le sprint planning, c'était composé d'un sprint backlog dans lequel on avait des tâches, d'un sprint goal et des PBI. Là, aujourd'hui, le sprint backlog recense tout ça. Quelques petites précisions par rapport au Daily Scrum. Dans le Daily Scrum, c'est assez connu, c'est la petite réunion de 15 minutes qui a lieu tous les jours, au même endroit, avec les mêmes parties prenantes, pour envisager en fait, les sujets qui pourraient empêcher la Scrum Team d'atteindre son objectif d'itération, c'est-à-dire son sprint goal. Et ça doit pouvoir durer moins de 15 minutes, parce que normalement, on devrait partager dans cette petite réunion-là que les sujets qui empêchent la Scrum Team, et pas Pierre, Paul ou Jacques, la Scrum Team, d'atteindre son sprint goal. Et donc derrière, ça veut dire qu'on peut inspecter le progrès, on peut prendre des actions correctives, on peut ajuster le travail qui a été réalisé, c'est-à-dire les tâches qui ont été prévues, et du coup, réaxer un tout petit peu le travail. On a également le Product Owner ou le Scrum Master, mais alors là, ils ne jouent pas ce rôle-là particulièrement dans un Daily Scrum. Ils interviennent en tant que développeurs. La Sprint Review. Alors la Sprint Review, c'est un moment privilégié où on inspecte, où on montre l'incrément qui a été, ou les incréments qui ont été produits pendant l'itération. On obtient du feedback des utilisateurs, des parties prenantes, et on demande et on obtient les étapes suivantes ou les attendus des étapes suivantes. C'est le résultat de leur travail à la Scrum Team qui est présenté aux parties prenantes et la progression vers le product goal, là cette fois-ci, c'est-à-dire le produit final, est discutée et on se met d'accord sur les étapes suivantes et les actions à réaliser. Dans le Scrum Guide 2020, on revient un petit peu sur la définition d'artefact, qui est une façon de présenter le travail ou la valeur qui a été réalisée pendant l'itération. Qu'est-ce qu'on a comme artefact ? On a par exemple un product backlog. Un product backlog, c'est un livrable, c'est en gros ça qu'on peut dire par le travail ou la valeur
qui maximise la transparence. Le Product Backlog, c'est le reflet de l'ensemble des fonctionnalités qui sont attendues pour atteindre le Product Goal, c'est-à-dire livrer le produit au final. On a un autre artefact qui est le Sprint Backlog. On a vu que le Sprint Backlog, ça contenait un certain nombre de choses, dont un Sprint Goal, dont des PBI sélectionnés et dont des tâches, bien entendu. Et puis l'incrément, en fait, il est soutenu, lui, par autre chose. Il est soutenu par la définition du done, qui explique à quel moment est-ce qu'on considère qu'un incrément est bien fait, est bien terminé, en fonction d'un certain nombre de critères. Alors le Product Goal, ça c'est un concept qui est tout nouveau, qui n'existait pas en 2017. Ça décrit en fait quel est l'état futur du produit, tel qu'il va devenir être notre cible. C'est-à-dire, on veut développer un CRM, on veut développer ce nouveau module, et bien notre Product Goal, c'est exactement ça, c'est développer ce module de CRM dans notre organisation. Et derrière, on a le concept de product. D'accord ? Le produit, qu'est-ce que c'est ? C'est un véhicule pour livrer de la valeur. Alors c'est un petit peu bizarre comme terme, mais quand vous réalisez une application, en utilisant cette application, les utilisateurs, ils vont gagner du temps, ils vont traiter plus de dossiers, ils vont avoir des informations plus sécurisées, plus complètes, etc. Bref, il va y avoir de la valeur derrière. C'est pour ça que livrer une application, un produit, c'est un véhicule en fait pour livrer de la valeur. D'accord ? Donc du coup, ce produit, il faut qu'il ait des contours à peu près clairs, en tout cas connus des parties prenantes, et puis bien définis pour que ça soit clair du coup pour les utilisateurs et le client. Le Product Goal, en gros, c'est l'objectif long terme de la Scrum Team, alors que le Sprint Goal, c'est un objectif à court terme. Ce Sprint Goal qu'on retrouve encore une fois dans notre Sprint Backlog, et qui répond à la question « Pourquoi ?» Pourquoi est-ce que cette itération est lancée? Qu'est-ce qu'elle va devoir produire? Et ça, du coup, on va retrouver cette réponse dans le Product Backlog Item, les Product Backlog Items. Les Product Backlog Items, PBI, eux, ils expliquent les fonctionnalités qui vont être livrées pendant cette itération, et donc qui expliquent le what, le quoi. Et enfin, comment je vais réaliser ces différents PBI, et ça s'appelle les tâches. Tout ça, ça se retrouve dans nos Sprint Backlog. Enfin, on revient sur la définition d'un incrément. Un incrément, en fait, c'est une brique de base. Délivrer un produit, selon Scrum, c'est construire un mur à partir de petites briques et de ciment. Et donc l'idée de l'incrément, c'est une étape concrète, un incrément, un livrable concret qui va nous amener sur le chemin en fait, de notre Product Goal. Chaque incrément doit être utilisable. C'est pour ça qu'à la fin de chaque itération, il n'est pas question de dire qu'on n'a pas testé, qu'on n'a pas recetté, que ce genre de choses-là. Non. À la fin d'une itération, on a un incrément qui est utilisable, c'est-à-dire qui est parfaitement testé. Et on veut dire avec cet incrément qu'on valide en fait les hypothèses de départ. Le fait qu'on ait réussi à livrer cet incrément qui soit utilisé et accepté par les utilisateurs, ça nous permet de valider les hypothèses qu'on a énoncées en début de sprint, qui visaient à donner un sprint goal à l'équipe et qu'on a effectivement atteint. Ça permet d'avancer pas à pas, à construire son mur pas à pas, vérifier qu'il est droit et vérifier qu'il va permettre effectivement de séparer deux parties de quelque chose. La sprint review, on a déjà dit que c'était un moment privilégié où on montrait l'incrément, on tenait du feedback et les itérations futures. Et ça n'a jamais être considéré comme étant un moment où on décide de mettre en production ou pas. C'est le moment où on montre et où on obtient des feedbacks. Et enfin, la définition du done, il y a un petit changement un peu sensible par rapport à la version 2017. En 2017, on considérait la définition du done comme étant une problématique de development team. C'est la development team qui listait l'ensemble de ses requis, de ses attendus par rapport à ce qu'elle développait. C'était les critères qualité, en fait. Et cette définition du done devait être comprise et acceptée par le product owner. Là, on considère que cet outil, la définition du done, qui explique en fait ce qu'il faut faire pour qu'un incrément soit considéré comme étant fini, cet outil peut parfaitement être utilisé dans le cadre d'une gestion de projet avec une livraison classique, avec un plan, une exécution, un contrôle, tout autant qu'avec une méthode itérative et incrémentale. Et donc, il considère aujourd'hui que la définition du done, c'est une partie de l'organisation qui doit la définir. C'est un outil de l'organisation et pas seulement de la méthodologie Scrum. Si bien sûr il n'y a pas de définition du done au niveau de l'organisation, la Scrum Team va en créer une et elle deviendra la référence. Et en milieu multi-équipe,
quand vous avez plusieurs dizaines d'équipes de développeurs qui sont en train de travailler sur un sujet, eh bien, l'ensemble de ces équipes doit répondre, doit accepter et être fidèle, conforme à la définition du DON au minimum. Voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Au final, il n'y a pas de bouleversement. On va venir vous chercher sur des petites choses un tout petit peu plus fines, on a précisé quelques petites choses, on a introduit quelque chose qui manquait dans la version 2017, c'est le Product Goal, ça n'existait pas et ça manquait parce qu'on n'avait pas une vision à long terme en fait, de ce que faisait l'équipe de développement et on avait l'impression que sa seule vision c'était ultra court-termiste avec le Sprint Goal. Non, en fait là on a introduit quelque chose de plus grand, de plus vaste, qui va reboucler avec le release planning, etc., que vous verrez en formation si vous suivez une formation Scrum. Il y a quelques petits changements de vocabulaire, il n'y a rien de méchant. Franchement, passer de l'équipe de développement à développeur, ça ne va pas bouleverser beaucoup de monde. Mais par contre, derrière, il y a des petites subtilités, il y aura des points d'attention pour que, oui d'accord, on dit développeur, mais ce n'est pas juste des développeurs informatiques, des gens qui codent. Ça peut être aussi des UX designers, des architectes, des responsables de la sécurité de l'information, des consultants, tout ce que vous voulez. Tout ça, maintenant, ça s'appelle des développeurs. Et puis, les questions, elles n'ont pas beaucoup changé. Par contre, PSPO, qui est la certification Product Owner, reste toujours un petit peu plus difficile que le Scrum Master. Ça, il faut toujours être bien attentif quand vous passez une certification PSPO, de bien vous préparer pour que ça soit successful. Voilà, c'est l'ensemble des éléments que je souhaitais porter à votre attention. Donc, encore une fois, pas de bouleversement, mais des petites choses voilà, qui se calent et qui doivent être un petit peu travaillées en ayant la puce à l'oreille. Voilà. Très bonne continuation et puis peut-être à bientôt pour d'autres vidéos sur d'autres sujets.